On trouve dans le monde des séries, des plateformes, depuis un certain nombre d'années, des véritables phénomènes culturels. Je vais te faire une révélation, il m'est arrivé une ou deux fois de me déguiser avec une tenue rouge de Casa de Papel. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, c'est Valorant pour le Crayon, on se retrouve pour une nouvelle interview Vision. Je suis aujourd'hui avec Julien Marcel. Bonjour Julien. Bonjour Valorant. Tu es le fondateur de The Box Office Company, dans lequel comprend le groupe Allociné très, très connu en France. Et du coup, tu écris ce livre, Hollywood année zéro, avec cette volonté de pouvoir faire des comparatifs entre ce qui a été dans l'histoire du cinéma, ce qui est aujourd'hui et ce qui sera peut-être demain. Et j'ai envie de commencer tout de suite parce que tu parles dans le livre du fait qu'on parlait déjà d'américanisation du cinéma dans les années 1920. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est arrivée, cette américanisation ? Je me suis amusé en faisant ce livre à faire des comparaisons et à plonger un petit peu dans l'histoire pour retrouver plein d'éléments dans l'histoire qui résonnent par rapport à la crise actuelle et par rapport aux tensions, aux inquiétudes actuelles du marché du cinéma. Ça fait un siècle qu'on adore détester des Américains, qu'en fait on déteste adorer parce qu'il y a cette relation un peu particulière avec le cinéma américain. Qui a beaucoup emprunté au cinéma français, dont le cinéma français s'inspire beaucoup. Et je crois que cette espèce de tension entre les deux modèles, elle est pas nouvelle. Il faut qu'elle soit raisonnée. Mais dans le fond, elle fait presque un peu partie du folklore de notre industrie. Et puis de ce qui garde un petit peu en tension les créateurs français aussi. Cet éternel challenge de l'industrie américaine. Tu as vécu à Los Angeles pendant plusieurs années. Comment tu vois les différences de gestion de l'industrie là-bas et en France ? Un des éléments sur lequel j'insiste pas mal dans un des chapitres de mon livre, c'est le rapport au cinéma comme business ou comme élément culturel. C'était d'ailleurs assez frappant pendant la crise de voir que quand les associations américaines qui défendent les salles de cinéma argumente pour les raisons pour lesquelles il faut sauver les salles de cinéma, avant toute chose, c'est fait avec un cabinet d'audit qui mesure l'impact de chaque dollar dépensé dans une salle de cinéma sur l'écosystème autour. D'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que la même étude a été faite un peu il y a 1 an et demi en Espagne qui montre que grosso modo, quand tu vas passer une soirée au cinéma, quand tu vas acheter $1 de billets, toutes les dépenses induites autour de ça, le McDo sur la route ou un autre resto avant ou après, l'arrêt dans un centre commercial, etc., il y a un multiplicateur de 3. Donc en fait, $1 dépensé dans le cinéma, ça va être $3 dans l'économie. À côté de ça, quand la France s'intéresse à la défense des salles de cinéma, bien sûr qu'il y a un élément économique et je pense qu'on est le pays au monde qui a le plus aidé les salles de cinéma et qui les a aidées de manière sonnante et trébuchante. Et le CNC a été à la manœuvre pour mettre beaucoup d'argent dans le système. Mais avant tout, avec un discours derrière qui est de dire le cinéma c'est bon. Les cinémas, c'est bien, c'est une expérience culturelle qui est nécessaire, que les gens se retrouvent ensemble, surtout quand ils ont été séparés pendant longtemps. C'est une bonne chose et c'est une nécessité culturelle parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. Justement, il y a souvent ces contradictions qu'on parfois met dans tout ce qui va être les industries culturelles. C'est irréconciliable, la culture et le business. Comment réussir à justement créer un bon équilibre ? Parce qu'un bon film, probablement, va apporter beaucoup d'argent. Mais en même temps, certains très bons films, encore reconnus aujourd'hui, ont fait des flops dans les salles de cinéma. Je pense à Blade Runner, par exemple, qui était encore aujourd'hui un film culte, mais qui avait fait des flops. Comment on réussit à allier les deux, en fait ? Alors c'est une vaste question. Je pense que si j'avais la réponse, je serais probablement très très riche et retraité quelque part. Je dirais que l'élément de base, c'est dans la conception française du cinéma, il y a l'idée qu'il faut encourager une profusion de création et que tout le monde ne crée pas un chef-d'œuvre à son premier essai. Et donc, on est dans une vision de nécessité de nourrir des industries créatives et qu'il y a peut-être beaucoup de films qui ne vont pas faire beaucoup d'entrées, mais qui méritent le grand écran. Parce que c'est un processus d'apprentissage et de détection pour le public et d'apprentissage pour le réalisateur. Aux États-Unis, il y a globalement une vision beaucoup plus business qui est de dire si mon film il ne remplit pas
mais ma salle, il ne mérite pas forcément la salle. Et du coup, on a un entonnoir qui est plus resserré, ce qui est une difficulté. Une des critiques qui est souvent faite par certains acteurs, certains opérateurs du monde de la salle de cinéma à l'égard des géants du streaming, c'est que finalement, les salles font tout le travail de détection. Et puis, une fois qu'un réalisateur arrive au sommet, ou une fois qu'un talent arrive au sommet, paf, Netflix, Amazon, etc. vont aller les chercher. Et donc, certains trouvent que c'est un peu gonflé parce que c'est pas un bon respect des règles du jeu. Mais voilà, il y a un petit peu cette question il faut accepter qu'il faut rater pas mal de films avant d'en faire un bon, et que rater un film ne justifie pas nécessairement qu'il n'avait pas sa place. C'est ambigu, parce que certains vous diront que certains abusent de ce système, mais je crois qu'on se rend compte que ce système dans lequel les gros films, y compris les grosses franchises américaines en France, contribuent à financer l'écosystème d'ensemble, y compris la création indépendante, et dans lequel la création indépendante ne se mesure pas simplement à l'aune du succès de chaque film individuel en salle. C'est un modèle original, un modèle qui parfois surprend nos amis américains, mais on voit que dans la crise qu'on vient de traverser, c'est un modèle qui est peut-être plus résilient que les autres. Je comprends tout à fait, et tu écris dans ton livre, notamment par exemple sur la période de la grippe espagnole, qui avait bouleversé l'industrie du cinéma à l'époque. Est-ce qu'on vit la même chose avec le Covid ? Ce qui est sûr, c'est que tous les grands bouleversements, une guerre mondiale, une pandémie, et parfois les deux, comme en 1918, ont emmené une recomposition de l'industrie. Et il y a une tendance de fond qui est intéressante, c'est que à partir des années 20, il y a eu une intégration verticale parce que les salles étaient en difficulté, que des distributeurs ou des studios ont racheté les salles, et donc on est rentré dans une période d'intégration verticale entre studios et salles, et c'est vraiment dans la foulée de la Première Guerre mondiale et de la pandémie que ça s'est développé, que tout ça nous a amené jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où finalement le gouvernement américain, la Cour suprême, avec le Paramount Decree en 1948, a fait interdiction de cette intégration verticale. Et donc c'est le début d'une nouvelle ère dans laquelle les studios et les salles sont séparés. Et il se trouve que juste à la veille de la pandémie, à la suite d'un examen de tous les dispositifs anticoncurrentiels qui avaient été demandés par Trump à la fin de son administration, ce Paramount Decree a été remis en cause, a été suspendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Amazon pourrait demain acheter le leader mondial des salles de cinéma qui est AMC. Je n'ai pas d'informations, mais techniquement, ça n'était pas possible il y a 2 ans, c'est possible aujourd'hui. Et donc, on est à un moment intéressant où il y a eu à la fois une crise qui a remis en cause beaucoup d'équilibres économiques, des règles du jeu sur un des principaux marchés mondiaux, et celui en tout cas qui dicte le fonctionnement mondial qui est les États-Unis, qui a changé. Et donc, on ne sait pas encore comment vont se comporter les différents acteurs autour de cette table avec une règle du jeu qui a changé. C'est ça qui est intriguant, intéressant, inquiétant pour certains. Mais voilà, un des éléments que je décris dans mon livre. Plus personne ne peut omettre d'en parler, mais les plateformes qui prennent une place majeure dans tout le cinéma, et notamment on avait reçu Guillaume Boutin de Sens Critique. C'est certain qu'aujourd'hui le streaming est devenu la consommation principale de films et de séries. Qui nous avait dit que c'était très intéressant de ne pas manquer que 4 des plateformes appartenaient à 15 ou 20 des plus grosses entreprises mondiales. Est-ce que du coup la partie est déjà gagnée pour eux ? Vu que Amazon tu prenais cet exemple-là, mais pourrait racheter les plus gros distributeurs de salles et en fait prendre le pouvoir aussi sur le cinéma également de la salle. Alors, oui, tu as raison. Et après, il y a des niveaux différents dans ces acteurs. C'est l'occasion d'ailleurs de regarder rapidement, mais tu as les GAFAM qui sont des entreprises, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple, qui sont des entreprises dont les valorisations sont entre 1000 et 2000 milliards. D'ailleurs, tous les 5 ensemble, ils font à peu près 10 000 milliards. Pour ceux qui auraient... Moi, j'ai eu besoin de me replonger un peu dans les chiffres en disant, mais c'est quoi le PIB de la France de 2000 milliards, voilà, c'est ça un petit peu. Apple, c'est le PIB de la France, donc le premier élément. Quand on regarde Disney ou Netflix, ils sont... alors là aussi, ça va se périmer très vite parce que le temps que je le dise, ça aura déjà changé. Mais on est à 300 milliards, pardon. Donc on est quand même à un dixième, on n'est pas exactement au même niveau. Et puis, donc on n'est pas dans une ligue. On n'est pas exactement dans la même ligue entre Netflix et Disney, qui sont un peu les leaders du streaming aujourd'hui. Et un premier truc qui me frappe, c'est que on peut dire, oulala, ils ont gagné la partie, ils sont très gros,
Et en même temps, je remarque que souvent, et je ne parle pas du tout nécessairement de la personne que tu citais, mais c'est les mêmes personnes qui vont dire « Oula, fusion TF1 M6, scandale, grosse menace pour l'industrie. Fusion TF1 M6, ça va faire un groupe de 6 milliards. » Si je regarde les gens qui sont souvent critiqués au niveau français, de mémoire, je crois que Vivendi, c'est 12 ou 14 milliards. Et donc, il y a un petit peu cette ambiguïté qui est de dire, moi j'ai envie qu'on crée des champions mondiaux à notre petite échelle. C'est ce qu'on essaye de faire avec Box Office Company et Webedia plus largement. Mais on aime bien avoir peur, mais on aime bien aussi rester dans notre coin. Donc voilà, petite digression sur la taille de ce business-là, mais qui est un point important. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'il y a une réalité du business des plateformes qui modifie les équilibres. C'est un nouveau marché. Et là aussi, puisque je t'assomme de chiffres, là, le marché du cinéma et du home entertainment, grosso modo, juste avant la crise, c'est une centaine de milliards de dollars. Donc en fait, c'est une grosse niche mondiale. C'est un gros marché, mais c'est pas non plus c'est même en dessous des jeux vidéo, en fait. Oui, bien sûr. Et tu as tout à fait raison. Et du coup, quand on s'inquiète de la concurrence du streaming, en fait, moi, je crois que le vrai sujet, c'est pas tellement ça. Le vrai sujet, c'est dans des générations qui ont une culture de jeux vidéo, c'est-à-dire d'interactivité, une culture de médias sociaux, c'est-à-dire de contenu très court, snackable et que je peux zapper tout de suite. Comment on arrive à maintenir, développer, redévelopper le goût d'une narration plus longue, consommée peut-être de manière plus passive, parce qu'en fait le vrai danger pour la salle de cinéma, c'est pas tant que les gens se retournent entièrement vers Netflix et Amazon. Le vrai danger, c'est que les jeunes générations n'aiment plus consommer une fiction d'1h30, et peut-être que ce goût-là, il se développe à la maison aussi. Et on a remarqué que toutes les études qu'on a faites nous auprès de notre audience, notamment en France pendant le confinement, amené à dire, en fait, les gens ont surconsommé du contenu pendant qu'ils étaient chez eux, ils ont développé une certaine forme de cinéphilie, et résultat, quand les salles se sont rouvertes, les gens se sont rués, ils avaient aussi envie de consommer. Donc moi, je suis assez méfiant sur tous les discours qui opposent. Faut pas être complètement... faut pas être naïf. Non, mais je comprends très bien. Je pense qu'il faut surtout se demander comment cinéma et streaming ensemble vont garder une part du temps de cerveau disponible suffisante face aux réseaux sociaux, au gaming, à l'interactivité. Je pense que c'est vraiment ça le défi. Je comprends complètement. Et tu parlais de tout ce qui peut exister au-delà des films. Il y a aussi tout le sujet des séries. Et puis là, plus récemment, avec Squid Games qui a fait un carton. Et il y a eu ce chiffre que j'ai trouvé, qui m'a beaucoup interpellé, qui était que Netflix aurait gagné 900 millions de dollars sur la série Squid Games, alors que ça lui a coûté 20 millions de dollars. Certes, il y a des nouveaux abonnements, mais il y a aussi toute cette question du merchandising autour qu'on avait déjà découvert avec Star Wars, qui en avait fait un fonds de commerce quasi principal. Est-ce que c'est aussi une manière de grossir l'industrie du cinéma qui est encore aujourd'hui sous-utilisée ? On trouve dans le monde des séries, des plateformes, depuis un certain nombre d'années, des véritables phénomènes culturels. Et effectivement, Star Wars, il y a quelques décennies jusqu'à récemment, est un phénomène culturel. Mais historiquement, on avait quand même le cinéma tout là-haut. Puis les séries, on avait un peu tendance à se dire quand tu seras grand, tu pourras faire des films, mais pour l'instant, tu es juste bon à être réalisateur de séries. Oui. Tout ça, ça a changé. Maintenant, c'est des formes de narration différentes, des formes de distribution différentes, mais qui n'ont pas grand-chose à s'envier les unes aux autres. Et en fait, on voit que ce qui est le signe très clair de ce que les plateformes et les séries sur les plateformes sont en train de prendre une place considérable, c'est que c'est un phénomène culturel. Ça fait la conversation. On a des côtés de bus avec l'annonce de la prochaine série. Donc voilà, je crois que la nouvelle réalité, elle est là, et que le développement du merchandising, c'est une conséquence de ça. Effectivement, on a tous fait des soirées déguisées à thème. Enfin, je ne sais pas si tu fais des soirées déguisées à thème. Moi, j'en fais. Des soirées déguisées à thème, cinéma. Depuis quelques années, moi, je vais te faire une révélation. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de me déguiser avec une tenue rouge de Casa de Papel. J'ai pas le souvenir forcément que je le faisais beaucoup avant. Donc oui, il y a un vrai phénomène culturel autour de ça. Mais je crois que le nouveau monde dans lequel on vit, c'est ça. Et nous, ça fait des années que Allociné, qui était pur ciné pendant sa première dizaine d'années, est cinéma et série. Et on se demande aujourd'hui quelles sont les prochaines étapes, parce que le documentaire a
retrouver aussi ses lettres de noblesse grâce aux plateformes. Les contenus, moi j'ai pas regardé souvent des contenus coréens jusqu'à l'arrivée de Netflix donc voilà, je pense qu'il y a du très positif dans ces géants mondiaux qui font peur quand on dit géant mondial. Ils ont aussi apporté un niveau de contenu multiculturel qu'on n'avait pas forcément toujours, en particulier aux États-Unis. La France a toujours été plus poreuse à des influences venues un peu partout. Et justement, ces séries ou même parfois certains des films, je pense notamment par exemple à Okja, qui sont directement sortis sur les plateformes, est-ce que ça remet en question la chronologie des médias françaises ? La chronologie des médias, c'est le principe selon lequel il y a des règles du jeu qui sont fixées en France par des accords interprofessionnels dont le gouvernement est le garant, et qui dit un film, il a le droit, quand il est en salle, il y est pour 4 mois, personne d'autre pourra passer ce film-là. Puis après, il y a une autre fenêtre qui va être pour la VOD transactionnelle. Et puis après, tu vas avoir les chaînes, entre guillemets, à péage, Canal. Et puis après, tu vas avoir des diffusions gratuites. Et puis tout au bout de la chaîne, tu vas avoir la SVOD. Le principe de base de cette chronologie des médias, c'est plus un canal de diffusion apporte de valeur dans l'équation économique, plus il arrive tôt et plus il a une exclusivité forte. Ça, c'est le concept d'ensemble. Ça existe depuis une trentaine d'années. Et c'est encadré, et c'est des règles du jeu qui sont incontournables. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, peut-être que le temps que la vidéo soit diffusée, ça aura déjà changé parce qu'on est sur le point d'avoir une modification. Mais la SVOD, c'est 36 mois par rapport à la sortie salle. Aux États-Unis, et dans la plupart des pays du monde, c'est de la négociation gré à gré et potentiellement film à film entre les studios et les exploitants. Et ça, c'est une des modifications majeures de la crise du Covid qu'on vient de vivre. Et la crise aidant, il y a eu beaucoup d'expérimentations de day and date, c'est-à-dire de sorties simultanées en salle et à la maison. Et aujourd'hui, on assiste à une restabilisation. Je la fais courte parce que c'est une longue histoire que j'ai pas mal détaillée justement dans mon livre. On est en train de se stabiliser vers des fenêtres de 45 jours pour la salle. Donc ça veut dire qu'il y a un décrochage majeur entre les règles du jeu aux États-Unis. Quand Disney sort un de ses films sur Disney+, 45 jours après, il peut être sur sa plateforme. Quand il le sort en salle, 45 jours après, il peut être sur sa plateforme. Mais s'il le décide, ça peut être le même jour. En France, quand Disney choisit de sortir un film en salle, aujourd'hui, il ne pourra pas l'avoir sur Disney+ avant 3 ans. Et potentiellement, avec la nouvelle chronologie des médias, ça va être quelque part entre 12 et 14 mois. Mais donc, ça veut dire qu'on a une règle du jeu qui s'est complètement décrochée de la règle du jeu américaine. Tu m'avais dit, et tu m'avais parlé en off en fait de la grosse différence de suspense sur les succès des films en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus calculé, calibré et millimétré. Et en France, certains films, même avec des petits budgets, peuvent exploser et d'autres, même avec des gros budgets, peuvent flopper. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le facteur le plus déterminant pour un film ? Est-ce que c'est le marketing, la couverture presse, les acteurs choisis ? En fait, il y a un facteur qui est ultra déterminant, c'est les règles de distribution des films en salle. Aux États-Unis, quand un blockbuster va sortir, dans un multiplex, mettons un multiplex qui a 20 écrans, tu vas avoir potentiellement 10 écrans mobilisés par le film, et puis les autres films vont se partager les miettes à côté. Et en fait, il n'y a qu'un seul film qui peut vraiment exister. En France, l'archétype de ça, c'est UGC Léal, une des plus grandes salles au monde ou d'Europe en termes de fréquentation. Avant la crise, c'est 3 millions de spectateurs par an, une vingtaine d'écrans et 25-30 films par semaine. Et en fait, ça c'est très intéressant. Et j'ai beaucoup échangé pendant mes 7 années américaines avec des collègues américains qui me disaient mais en fait, soit tu te trompes sur tes chiffres, soit vous êtes fou. C'est-à-dire que si tu as de quoi remplir 5 écrans avec un blockbuster le vendredi soir, pourquoi tu vas créer la rareté et te priver de ces salles à remplir ? Et il y a vraiment une vision dans l'industrie française portée par beaucoup d'exploitants et partagée très, très largement, qui consiste à dire non, ce qui est vraiment important, c'est qu'à tout moment, en salle, il y ait du contenu pour tout le monde. Et il y ait de la place pour tous les types de films. Et en fait, le fan du blockbuster qui adorait y aller le vendredi soir, si sa salle elle est complète le vendredi soir, il ira le lendemain. Mais en revanche,
celui qui n'est pas du tout fan de ça et qui arrive devant un cinéma où on lui dit il y a 10 écrans qui jouent le même film et puis 2 écrans qui jouent autre chose, il va se dire le cinéma, c'est pas pour moi. Je pense que ce qui est important, c'est de développer le goût et l'envie d'aller au cinéma, pas juste d'aller au cinéma parce qu'il y a un film. Ce que les Américains ont un peu perdu avec ce modèle de carpet bombing, avec des gros blockbusters qui monopolisent tout l'écran, c'est l'idée de dire ce soir, je vais me faire un film. Je vais peut-être aimer, je vais peut-être pas aimer, mais le sujet, c'est je vais aller me faire un film. Et si je suis déçu par le film, c'est pas parce que l'expérience cinéma est en péril, c'est juste j'ai pas aimé ce film. Et en fait, moi j'aime bien être surpris positivement ou négativement. Et le marketing des films aux États-Unis, il est tellement centré sur des grosses machines super huilées qu'il n'y a plus tellement de place pour la surprise. Et je pense que c'est une des menaces et que c'est à contrario une des forces du cinéma français. Enfin, tu vois, depuis cet été, c'est pas des petites productions parce que Studio Canal est un gros distributeur, mais Bac Nord, Boîte Noire, etc. C'est des films qui durent et qui continuent à se maintenir. Probablement qu'une salle de Boîte Noire en 10e semaine, on la remplirait davantage avec une salle de plus de Dune le jour de la sortie, mais ça serait probablement pas un move intelligent de la part des exploitants parce que ça serait maximiser ma semaine au détriment du potentiel de ma salle dans la durée. Et donc ça, c'est vraiment une opposition très très frontale entre les deux styles. C'est très intéressant de réfléchir à ces différentes stratégies d'exploitation des différents films. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup, qui est une vidéo de la séance de Marty avec le fausseur de film François Thorel, qui parle de la révolution du numérique sur la pellicule, souvent critiquée par certains puristes qui préfèrent de très très loin la pellicule, même si la séance de Marty justement expliquait que le numérique avait permis des mouvements de caméra, avait permis des coûts de production inférieurs qui permettaient peut-être une plus grande liberté dans le cinéma. J'ai envie de te poser la question du coup, Julien, quelle est la prochaine révolution du cinéma ? On avait cru que ça serait la 3D, ça l'a pas vraiment été. Alors, juste un commentaire sur la révolution numérique, parce qu'il y a eu la révolution de la pellicule et la caméra, mais il y a aussi une révolution majeure et super intéressante d'un point de vue économie de l'industrie, qui était comment on passe du projecteur 35 mm en salle au projecteur numérique. Ça n'a pas été une révolution pour le spectateur, il n'y a pas eu forcément un avant-après, on dit avant c'était pas bien. Non, il y a même certains qui trouvent que c'était mieux avant. Mais en revanche, ce qui a complètement changé, c'est que le cinéma est rentré dans l'ère de l'informatique. C'est-à-dire qu'un projecteur 35 mm, ça coûtait pas très cher et ça vivait super longtemps. Un projecteur numérique, ça coûte très cher et ça vit moins longtemps. Et qui fait l'économie quand tu passes du 35 mm au numérique ? C'est le distributeur de films. Parce qu'une des fonctions des distributeurs, à l'origine, c'était d'imprimer les copies 35 mm, de les acheminer, etc. Et l'industrie s'est trouvée face à un truc assez incroyable à régler, qui était de dire... On a un modèle où celui qui va faire l'économie, le distributeur, c'est pas celui qui va payer le projecteur. Comment on fait ? Donc les distributeurs, on dit pas de problème. Au départ, je résume, mais je caricature même. Ils ont dit pas de problème, on va vous payer vos projecteurs. Simon dit non, attends, si toi tu me payes mon projecteur, derrière tu vas me dire mais d'ailleurs on va mettre mes films, donc c'était pas possible. Il fallait que les cinémas gardent l'indépendance et donc l'industrie a inventé ce modèle super malin du VPF, du Virtual Print Fee. C'est un coût de copie virtuel qui consistait à dire pendant les 8 ans qui viennent de démarrage du numérique, je vais faire comme si moi distributeur j'avais un coût pour distribuer une copie et à chaque passage d'un film, je vais payer une espèce de péage qui fait que dans la durée, je vais financer vos équipements. Je souligne ça juste parce que, c'est bien expliqué aussi dans mon livre, super intéressant. Mais j'explique ça parce que ça montre comment un changement de modèle économique nécessite parfois que les salles se mettent autour de la table, les salles et les distributeurs se mettent autour de la table et inventent des nouveaux modèles. Oui, c'est une négociation entre différents corps professionnels en fait. Et puis c'est un modèle économique innovant. Donc la prochaine révolution, c'est difficile à dire. Elle peut être, si on regarde les révolutions précédentes, elle peut être technologique. Est-ce que demain, la réalité virtuelle va rentrer dans la salle ? C'est le cas à certains endroits. Est-ce qu'on va assister à du 3D sans lunettes ? Peut-être. Je crois qu'il y a des vraies révolutions qui vont être peut-être invisibles. Par exemple, l'écran LED de très grande taille, c'est-à-dire à la fin du projecteur, ça serait une révolution architecturale et du coup une révolution du business parce que ça voudrait dire qu'on pourrait construire des salles de cinéma très différentes dans leur forme, etc. Donc ça, peut-être que le public ne dira pas c'est beaucoup mieux un écran LED qu'un projecteur numérique. Non, mais ça change l'industrie qui est mais derrière. ça change l'industrie qui est derrière. Donc il y a cette question-là. Et puis il ne faut pas perdre de vue que
dans les grandes révolutions qu'il y a eu pour les salles de cinéma, il n'y a pas que des révolutions technologiques, il y a aussi des révolutions de format. Au milieu des années 90, la salle de cinéma, c'était mort. C'était l'époque de la dernière séance d'Eddie Mitchell que les plus âgés de tes spectateurs, dans les plus âgés de tes spectateurs se souviendront. Mais ça faisait 40 ans que ça se cassait la figure, le cinéma. On était à 115 millions ou 113 millions d'admissions en France. Et tout le monde se disait que c'était mort. Et qu'est-ce qui a fait rebondir et redémarrer le cinéma ? C'est l'invention du multiplex, en particulier de nos amis belges Kinépolis, et puis Pathé dans le Sud, et puis des circuits américains. Et ce nouveau format, il a fait exploser le cinéma. Et en France, on est repassé de 115 millions à 210 millions. Ou 200 millions selon les années. Alors qu'il y avait une tendance où tu pouvais te dire, quand tu es passé de 400 millions d'entrées par an à la fin dans l'après-guerre à 110 millions, tu te dis c'est Alors fini. que la population augmente en plus. Ouais, tu te dis c'est fini, c'est mort. Et ben non, il y a eu une révolution de format et d'expérience, le multiplex, qui a fait redémarrer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, une des questions qui va se poser, c'est les formats de demain. Est-ce que on va continuer à avoir des multiplex de plus en plus grands en périphérie, ou est-ce qu'on va avoir un retour de la salle dans la ville ? Est-ce que l'aspiration à la proximité, est-ce que la conscience écologique, est-ce que les nouveaux types de comportements, un peu comme dans le retail de manière plus générale, vont peut-être faire émerger des nouveaux formats. Puis l'autre idée que je développe un tout petit peu et qui est plus une conviction qu'une prédiction, les salles de cinéma en France et partout dans le monde, le taux d'occupation des sièges, en moyenne, il est entre 15 et 20%. Ok. Donc c'est 80% vide. Et quand est-ce que c'est très vide ? Journée de semaine. Et quand est-ce que ça se remplit vraiment ? Surtout, ouais. Le soir et le week-end. Peut-être qu'il y a un moment des passerelles à imaginer pour se dire la salle de cinéma, demain, elle peut être plus que juste une salle de cinéma. C'est aussi un lieu d'expérience collective partagée, peut-être d'apprentissage, peut-être. Donc j'imagine qu'il y a des choses nouvelles à apprendre. Les puristes, certains puristes vont me dire non, le cinéma, c'est fait pour le cinéma. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un cinéma. Oui, je comprends cette conception. En même temps, dans les années après-guerre, le cinéma, c'était aussi fait pour les actualités. Et pourquoi on a arrêté de passer les actualités dans le cinéma ? C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, attendez, excusez-moi, on arrête avec les actualités, ça s'appelle un cinéma, il faut mettre que du cinéma. » Non, c'est parce que c'est un business que les salles de cinéma se sont fait piquer par la télé, par la radio, etc. Donc imaginez que demain, la salle de cinéma, sans se renier, puisse s'ouvrir à d'autres types d'expériences qui ont du potentiel. Je pense que c'est un vrai axe de réflexion pour les salles. C'est très très intéressant. C'est les deux dernières phrases de cette interview qu'on pose à toutes les interviews. Qui aimerais-tu voir dans ce type d'interview plutôt business au crayon ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewé. Moi, j'ai un ami très proche qui est Augustin Palluel-Marmont. Non, on l'a pas qui est interviewé. le fondateur de Michel Augustin, qui est un entrepreneur à succès et extrêmement intéressant, qui est actuellement en jachère. Et je pense que c'est une jachère qui finira par produire des choses très intéressantes, donc ce sera un bon moment pour l'interviewer, Augustin. Je serais ravi. Et la dernière question de cet entretien, quelle phrase, citation, punchline, peu importe comment on veut le formuler, de toi ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs, tu portes au quotidien et que tu aimerais que les gens gardent à l'esprit ? Alors c'est pas une citation hyper savante, c'est plutôt une espèce de précepte de bien vivre qui est de dire tes mots créent ta réalité. Si tu te lèves le matin en disant ça va aller, ça va cartonner, tu te mets dans le bon état d'esprit. Si tu dis, et dans ma vie ça a été vraiment souvent le cas, le jour où j'ai décidé de m'installer aux États-Unis, je n'avais pas le début d'un projet, j'ai juste dit je vais m'installer aux États-Unis, je l'ai annoncé partout et ça a fini par me créer des opportunités pour le faire. En fait, il y a le pouvoir de la déclaration. Une fois que tu as dit quelque chose, que tu as déclaré que tu allais faire quelque chose, tu te mets en situation de les faire et tu te crées aussi parfois le coup de chance qui va venir sur ton chemin. Donc tes mots créent ta réalité, je pense que c'est une phrase qui m'accompagne. Merci beaucoup Julien Marcel. Merci Valran. C'était un vrai plaisir de t'interviewer. Je vous laisse tous retrouver Hollywood Année Zéro, le livre que tu as écrit. C'était un bien bel entretien. Moi, je suis un passionné de cinéma. Certains qui nous suivent le savent. Et je trouve que c'est intéressant aussi de parler du coup de l'autre côté du cinéma, qui est toute l'industrie qu'il y a derrière. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et à poser vos questions en commentaire. C'était Valran pour le Crayon. Ciao.